en quelque sorte ouvrir, sans avoir à le faire officiellement, ce deuxième cycle sur l'ornement, et j'ai choisi de prendre un point de vue le plus transchronologique possible, allant de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Enfin, rassurez-vous, je vous donnerai juste une image concernant le XXe siècle pour vous faire comprendre comment je vois l'évolution des choses concernant cette histoire de l'ornement en architecture, qui est une histoire qui peut prendre la forme de ce qu'on désigne en astronomie une révolution, c'est-à-dire un retour sur soi-même. Je pense aussi d'autre part que l'histoire de l'ornement n'est pas distincte de celle de la couleur, à laquelle elle est intimement liée. Et d'ailleurs, l'ornement ne se fait pas qu'en dessin ou qu'en sculpture, il se fait également en couleur, et il y a une relation essentielle entre la couleur et le dessin. C'est ce que je voudrais, et l'ornement. C'est ce que je vais essayer de vous montrer et ce soir, en espérant pouvoir vous convaincre. Je commencerai, si vous voulez bien, de façon peut-être un peu hétérodoxe, en vous montrant une peinture. Car si on prend celle-ci comme une autre, du moins il faut commencer par Boucher et commencer par ses nus, parce que c'est contre l'esthétique que véhicule ce type de peinture que va se dresser tout un mouvement à la fin du XIXe siècle. Disons que, pour résumer, cette peinture, ce n'est pas simplement qui va être dénoncé plus tard. Ce n'est pas seulement son érotisme ou son envie de plaire ou sa facilité ou sa grâce, c'est l'emploi précisément de l'ornement, c'est-à-dire l'assimilation de ce jeune corps féminin à une série de molles courbes et contre-courbes. C'est l'utilisation du principe de la nature morte en jonchant le sol de bijoux et de fleurs. C'est contre tout cela que va s'opposer la fin du XVIIIe siècle. La fin du XVIIIe siècle, elle va s'opposer peut-être à l'ornement en premier du côté de la musique, je dirais. L'arrivée de Gluck en musique montre bien ce qui va se passer plus tard dans le domaine de l'architecture. On peut dire que de manière générale, la musique, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, est en avance au point de vue esthétique sur les arts plastiques. Qu'est-ce que va introduire Gluck dans le domaine de la musique? Eh bien, il va supprimer l'ornement. Il va ramener le discours de la musique à des données simples qui sont fondées sur l'utilisation des différents accords qui font évoluer la phrase, et alors que les prédécesseurs ou certains contemporains comme les Italiens s'ingénient à multiplier les notes de passage d'une harmonie à l'autre, Gluck, au contraire, les supprime et introduit une phrase extrêmement calme qui bouge à peine et qui, du coup, acquiert une gravité exceptionnelle. C'est un peu ce que va vouloir faire de son côté Jean-Jacques Rousseau, mais Jean-Jacques Rousseau, c'est pas un vrai musicien, c'est un charlatan dans le domaine. Il se présente comme maître de musique, mais en fait, il n'y connaît rien. Mais il va dire à peu près la même chose, alors que Gluck l'a déjà fait depuis longtemps. Et alors, le premier qui va véritablement dénoncer l'ornement et dont la théorie va avoir un rôle considérable dans le domaine pour ce qui concerne l'esthétique de la Révolution française, c'est Marat. Marat va dénoncer avec vigueur le baroque. C'est la raison pour laquelle j'avais commencé par vous montrer cette peinture de Boucher. Marat va dire que du temps de Boucher, on dissimulait les chaînes de l'esclavage par des guirlandes et des colifichets.
Et il faut renoncer à ces guirlandes et à ces colifichets, revenir à une esthétique de rigueur, de virilité. Ce sera la régénération révolutionnaire, cette esthétique qui va apparaître tout d'un coup dans le domaine de la peinture avec le Serment des Horaces de David et qui va gouverner l'univers plastique de la Révolution française, cet univers de la régénération. Alors, c'est à la lumière de ces quelques explications liminaires qu'il faut comprendre la suite. Il va y avoir tout un mouvement pour simplifier, voire supprimer l'ornement. Ce mouvement va être fondé sur un projet de transformation complète de l'esthétique porteuse de l'ornement. Il s'agira de concevoir un nouveau régime, une nouvelle société fondée sur de nouvelles valeurs et en tout cas certainement pas celle de la frivolité ou de la richesse. La Révolution française va être portée par cet idéal-là de régénération. Cet idéal, il existe déjà, dûment conçu, dûment dessiné dans des formes qui sont antérieures à 1789, bien entendu. On ne peut comprendre ce projet de Ledoux pour une prison qu'à la lumière de ce que je viens de vous dire. Il ne reste plus rien. On est confronté, d'une part, à une esthétique du mur nu, du grand mur, ce mur qui va fasciner les architectes tout au long du XIXe siècle. On trouve par exemple le grand mur du bâtiment des Archives, côté rue des Archives, qui est dû à Douillard, ce grand mur porté simplement par des arcades et qui est destiné à mettre en évidence le côté place forte, coffre-fort, destiné aux archives. Vous avez aussi un autre grand mur extraordinaire, je trouve extrêmement pathétique, qui va peut-être disparaître un de ces 4 matins, c'est le mur en meulière que votre mère a conçu pour la prison de la Santé, qui est un mur absolument prodigieux. Et on peut observer, il y a aussi, peut-être plus aimable, le mur de la Brouste, qui est antérieur à Vaudremer, pour sa bibliothèque impériale, pour la bibliothèque nationale, rue de Richelieu. Donc cette esthétique du mur plein, à peine percé, dépourvu du moindre ornement, ou quelquefois marqué par quelques rares bas-reliefs, découle de à mon sens, de cette révolution esthétique qui a marqué le début du règne de Louis XVI, l'arrivée de Gluck et d'autres tempéraments qui sont en opposition totale avec la débauche cette débauche de l'ornement. À quoi s'ajoute évidemment, à l'appui de ce refus de l'ornement, un projet pour tout de même en créer quelques autres, dans le sens du primitivisme, dans le sens de ce que l'on n'avait encore jamais vu jusqu'alors, du côté de l'archaïque, et c'est évidemment ce tympan hexastyle avec ces colonnes doriques sans base, dont les chapiteaux sont totalement simples. Ces chapiteaux sont réduits à leur fonction porteuse. De la même manière que les accords de Gluck portent l'air sans qu'il y ait de moindre note de passage, ici, il n'y a pas d'ornement qui marque les chapiteaux qui font l'intermédiaire entre l'architrave et la colonne. Et la colonne est elle-même, bien entendu, sans base aussi pour la même raison. C'est bien sûr ce qui va prédominer dans une architecture de cet ordre, de la rotonde de la Villette. Alors, à partir de là, on va voir se constituer une théorie du signe.
qui est, et dans le fond, je me disais tout à l'heure, mais j'espère que je ne vais pas vous faire rire, que toute mon histoire sera celle un peu du là des signes. Les signes qui vont s'entremêler ou disparaître ou réapparaître. Et cette théorie est exprimée par Quatremer de Quincy dans son dictionnaire d'architecture, qui est un dictionnaire extrêmement important parce qu'il résume l'esthétique néoclassique, ce qu'on appelle néoclassique pour faire commode, parce que le néoclassique est un mot très difficile d'usage, à l'article signe. Quatremer de Quincy dit que dans les arts, et en particulier dans l'architecture, bien entendu, on ne peut pas se passer d'employer des signes. Entendez, ornement. Mais, dit-il, plus vous en employez, plus vous diminuez leur force. Il ne faut pas faire de bavardage avec les signes. Il faut être, au contraire, dans l'ordre de la litote. Moins vous en direz, et plus la force de ces signes sera grande. Et ce discours va marquer l'histoire de l'architecture française pendant au moins une trentaine d'années. Ce discours, qui n'est évidemment pas propre à Quatremer, va se retrouver dans des architectures de ses contemporains. Par exemple, évidemment, chez Boulay. Ici, ce projet de façade pour une bibliothèque, une grande bibliothèque, se résume à quelques signes. On a le même signe que celui de la colonnade du Louvre, c'est-à-dire la longue architrave horizontale et cette succession de colonnes qui est destinée à montrer à la fois l'unité de l'autorité et l'égalité de chacune des colonnes. Derrière, vous avez un escalier à double rampe. On a eu toute une polémique récemment sur un escalier qui, hélas, va disparaître, mais avoir détruit cet escalier, c'était de ne rien comprendre précisément à la puissance du signe de cet escalier. Il s'agit avec cette double volée, de faire passer de l'étage urbain, de l'étage terrestre, à l'étage de la science. Et il ne peut pas y avoir de grande bibliothèque sans grand escalier. Il s'agit de la montée constitue une nécessité. Donc l'ornement, c'est peut-être moins dans le fond ici la frise dorique qui vient marquer toute la longueur de l'édifice que cet emboîtement de signes peu nombreux qui marque cette construction. Il est la théorie du signe que Quatremer de Quincy développe s'exprime tout particulièrement à propos de l'architecture funéraire. Et alors, à propos de l'architecture funéraire, il dit il y a un signe qui est évidemment indispensable d'employer, c'est la végétation. Le Saint-Père Virins, cette couronne de cyprès, ou cette triple couronne de cyprès, qui vient marquer la commémoration perpétuelle. Et c'est ce que Boulay va faire ici, c'est ce qu'il va reprendre ici avec son projet de cénotaphe tronconique, et on observe aussi, devant ces quelques projets, je vais vous en montrer quelques autres, que Boulay a complètement supprimé l'ornement. Enfin, vous voyez, sauf ici, il y a toute une petite bande, un petit bas-relief, mais l'ornement a cédé le pas devant des formes architecturales simples, primordiales, je dirais, d'un symbolisme primordial, qui sont les formes issues de la géométrie euclidienne. Ici, le cône, ici, la pyramide tronquée, flanquée de deux obélisques, ou ici encore, une autre idée qui est celle de la quadrature du cercle, l'insertion du carré et de la forme circulaire que l'on trouve assez souvent. Un des exemples les plus flagrants à cet égard caractérise les projets d'académie ou d'école des beaux-arts à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'il s'agit de montrer comment on passe à travers du carré au cercle de la multiplicité des formes d'art à l'unité esthétique. C'est un dessin
que l'on trouve en particulier à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, de Valin de la Motte. Ou encore cet exemple du projet de tombeau pour les Spartiates. Alors, il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les architectes du moment reprennent cette théorie du signe extrêmement essentialisé, limité à sa plus simple expression, dans l'objectif d'obtenir le maximum de pathos. Il n'est donc pas étonnant qu'on retrouve ce signe, cette théorie, cet emploi du signe, cette praxis du signe, dans des projets d'élèves avancés à la fin de l'Ancien Régime. Et j'ai voulu vous montrer un exemple parfaitement connu, qui est le prix de Rome de Fontaine, un monument sépulcral pour les souverains d'un grand empire. On avait donc proposé aux élèves de l'Académie royale de réfléchir à un projet de sépulture royale. C'est à l'époque où on y pensait en effet, puisqu'il s'agissait de déménager les cercueils des Bourbons de la crypte de Saint-Denis. On avait imaginé du temps de Louis XIV de construire un bâtiment en forme de rotonde dont le plan a finalement servi pour les Invalides. Mais à la fin de l'Ancien Régime, on n'avait toujours pas traité la question et on a demandé aux élèves, comme on le fera très souvent au XIXe siècle, de réfléchir à ce problème qui était d'une grande actualité. Et Fontaine, vous voyez, organise son architecture de telle façon qu'il remploie tous ces signes que nous avons vus, dont nous avons vu la plupart à l'instant, c'est-à-dire la forme de quadrilatère, le camposanto, la forme qui correspond à celle de l'univers qui est cette calotte. Vous voyez qu'au sommet de la calotte, vous avez les arbres dont je vous ai parlé, vous avez les obélisques et vous avez également ceinturés d'arbres ces pyramides. Donc les signes et les ornements ne sont pas d'ordre graphique, ils sont d'ordre volumétrique. Ce sont des formes issues de la géométrie. Ils récusent toute virtuosité, ils récusent toute volonté de séduire. Il n'en est surtout pas question. C'est ce refus de la séduction du règne de Louis XV qui marque tout ce que nous venons de dire. Ces signes ont pour objectif d'exprimer le calme, la grandeur, les ténèbres même. Et d'ailleurs, ce projet, lorsqu'il a fait l'objet d'un commentaire ultérieur, à mon avis assez absurde, vous voyez que pour accentuer le pathos, Fontaine a marqué sa composition d'un ciel d'orage, dont on a dit par la suite qu'il annonçait la chute de la monarchie. Bon, c'est un discours qui est parfaitement aberrant. C'est plutôt d'ailleurs l'expression de ce clair-obscur, ce passage de la nuit, de la gauche, à la lumière, vers le jour, et correspond plutôt à ces théories cosmiques dans une ambiance de philosophie et des Lumières et de franc-maçonnerie qui caractérise cette fin du XVIIIe siècle. Et bien entendu, on va retrouver tout au long de l'œuvre de Fontaine cette tendance-là. Si vous prenez son autre composition funéraire, la chapelle expiatoire, qu'il va réaliser entre 1815 et 1826, vous avez, la photo ne le montre pas, mais le principe du camposanto qui entoure la totalité de l'ancien cimetière de la Madeleine, le cimetière des Guillotinés, qui fait de ce sol quelque chose de saint, puisqu'il renferme les vestiges des 3 ou 5 000 victimes de la guillotine de la place de la Concorde. Et cette composition est organisée autour d'une construction conçue selon un plan palladien,
un édifice de plan centré avec 3 nefs, 3 absides, une coupole et en premier plan ce portique dont vous voyez qu'il est porté par 4 colonnes doriques d'une manière irrégulière qui portent une architrave avec une frise dont les motifs sont extrêmement essentialisés, et au-dessus, la représentation du divin lui-même, c'est-à-dire 2 anges portant une couronne et le signe IHS, au sol de quoi on trouve le signe IHS, c'est-à-dire Jésus, inventé au départ dans l'univers jésuite, et qui reprend d'ailleurs ce signe IHS, est une reprise savante du tétragramme hébraïque. C'est une transposition. Voilà encore un signe qui va tout à fait dans le sens de ce que j'étais en train de vous expliquer. On passe du tétragramme du nom divin écrit en hébreu à une transposition en langage populaire, ou plus populaire, en latin, qui est IHS, et on remplace Yahvé par Jésus. Et au pied de ce trigramme, si vous permettez, vous avez la couronne royale. Il avait été une polémique avait même été engagée à un moment parce que Fontaine avait presque prévu, semble-t-il, de ne pas mettre de croix, un signe de plus, au-dessus du tympan, et en définitive, la croix a été posée. Mais vous noterez d'ailleurs que dans toutes les croix de cette époque, et c'est le cas à la chapelle expiatoire, les grandes croix ne portent jamais de crucifié. C'est encore un signe de moins que l'on supprime. On essentialise la crucifixion de telle façon que l'on a supprimé la figuration. Alors, pour en revenir à la Révolution, je voulais vous mettre en rapport le monument sépulcral et la chapelle expiatoire. Pour en revenir à la Révolution, on peut constater que sur quelques projets révolutionnaires que l'on a conservés, cette théorie du signe et de l'ornement que je viens d'exprimer gouverne en maître les principaux projets qui sont conçus à cette occasion. En l'an 2, la Convention organise un grand concours pour occuper les artistes, pour essayer de leur faire comprendre que bientôt on va pouvoir se lancer dans de grands projets d'architecture, pour les fidéliser. Et à l'occasion de ce concours, un certain nombre de projets conçus par des architectes qui ont eu par la suite une importance considérable ont pu être présentés. C'est le cas de Jean-Nicolas Louis Durand, qui à l'époque est un architecte tout à fait obscur, qui a pris fait et cause pour la Révolution, qui est associé à un autre architecte qui est non moins révolutionnaire, qui s'appelle Thibault. Et Durand, par la suite, va avoir une importance considérable parce qu'il va être chargé d'enseigner l'architecture à l'école polytechnique. Et à l'école polytechnique, il va fonder un enseignement de l'architecture allant non seulement dans le sens de l'économie tout court, au sens commun du terme, mais garantissant une économie du signe, justement. Tel type de construction doit en principe être construit avec tel type de matériaux, doit être organisé avec plus ou moins d'ornements, généralement moins que plus, et Durand conçoit toute une typologie de l'architecture publique, fonction par fonction, qui constitue ce langage dont Quatremer de Quincy rêve dans son dictionnaire de l'architecture à propos du signe. Là, nous sommes au début de cette
de cette expression, de ce discours par des signes. Le temple à l'égalité, comment se caractérise-t-il? Comment peut-on concevoir qu'il s'agit ici d'un temple de l'égalité? Eh bien, je pense que ce qui est déterminant, c'est la forme des colonnes, qui ne sont pas des colonnes, mais des piles de sections carrées. C'est ça, le symbole de l'égalité, il est exprimé là. Ces colonnes, non pas de chapiteaux, mais des masques, et vous devinez que sur les faces, en tout cas celles qui nous regardent, sur les faces de la pile, vous avez toute une série d'inscriptions qui sont probablement, correspondent soit aux hommes vertueux, soit aux vertus, probablement aux hommes vertueux qu'aux vertus, parce qu'il y a moins de vertus comme vertueux. Et ces inscriptions doivent être considérées comme des ornements, mais ce sont des ornements qui se lisent, qui servent à l'éducation du peuple. C'est une des grandes idées de la Révolution, que l'art n'a d'utilité que pour autant qu'il garantit l'éducation civique du peuple. Quatremère de Quincy va publier un ouvrage qui s'appelle Considération sur la destination morale des ouvrages de l'art. Par morale, il faut entendre politique. Et les vrais ouvrages de l'art, c'est les produits de l'art public. C'est une idée qui va être reprise dans les années 1930. Mais l'art public, c'est la sculpture, l'architecture et la grande peinture qui se déploie dans l'architecture publique. Et donc, cet art public qui a vocation à exprimer un discours très précis qui est destiné, c'est-à-dire élever la vertu de la population. Il faut donc maîtriser ce langage et maîtriser l'ornement, éviter que l'ornement soit frivole, éviter qu'il ne serve à rien, éviter qu'il ne serve qu'à plaire. L'ornement doit dire. Et ces inscriptions sont faites là pour dire, elles sont là pour enseigner. Ce principe de l'inscription sur l'architecture, on va le retrouver par exemple à l'Arc de Triomphe de l'Étoile avec les noms des généraux, sous la monarchie de Juillet, et puis à la même époque, exactement à la même époque d'ailleurs, parce que c'est Juillet qui va utiliser le plus ce type de projet d'ornementation à la façade de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il s'agit on a toute une série de noms, un catalogue incroyable de noms qui est destiné à fournir l'encyclopédie des Lumières, de la lente montée de la raison. Alors, ce temple de l'égalité aussi, bon, je ne vais pas commenter d'autres caractéristiques de ce temple qui est un temple hypêtre, vous voyez qu'il n'a pas de couvrement, la statue du dieu est à l'air libre. Ce temple à l'égalité va avoir un pendant qui va être conçu de la même façon, mais consacré à d'autres vertus, l'amour et la vérité. C'est les deux dessins ces deux compositions que je viens de vous montrer n'existent plus. On n'en a plus les dessins. On les connaît par des copies qui ont été faites par Leo von Klenze, l'architecte germanique, auteur de la Befreiungshalle et du Valhalla, entre autres, que je vous montrerai tout à l'heure, et qui va être l'un des grands auteurs de la Munich néoclassique. Parmi les autres signes que la fin du XVIIIe siècle entend exprimer, il y a, ou parmi les autres idées plutôt, il y a celle du colossal. La Quatremère de Quincy a un mot tout à fait étonnant, il parle de la procérité. C'est un mot qu'il invente pour désigner, c'est un mot qu'il a trouvé certainement dans un dictionnaire latin.
Ce mot sert à désigner les bâtiments gigantesques qui sont eux-mêmes aptes à donner la dimension du pouvoir, la dimension de l'autorité. La Révolution française ne va pas construire de tels bâtiments, mais l'Empire va s'y employer. Et c'est dans cette catégorie-là qu'il faut comprendre l'Arc de Triomphe de l'Étoile, c'est-à-dire un bâtiment qui est totalement hors d'échelle. On ne s'en rend pas vraiment compte en raison de l'urbanisation voulue du quartier, mais cette construction colossale, cette construction est colossale, et dans l'objectif de garantir une porte pour le triomphe des armées vainqueurs. Il faut les imaginer rapportant les spolias, rapportant le butin des conquêtes telles que l'auraient fait les armées de l'Antiquité. Alors ce bâtiment qui a été longuement construit et longuement médité sous l'angle de son ornementation, ce bâtiment doit être conçu en effet comme je reprends un mot de Christophe Pomian, que je trouve assez intéressant parce qu'il marque les esprits, comme un sémiophore, c'est-à-dire en grec un porteur de signes. Ces signes, ce sont toutes les sculptures qui sont là. Et ces sculptures qui constituent l'ornement de cette composition, ces sculptures résultent d'une très très longue méditation, d'aller et de retour, et finalement font que leur empilement fait que cet édifice a été adopté comme la mémoire collective, par la mémoire collective, puisqu'on y trouve aussi bien des traces ornementales de l'époque de la Restauration, de la monarchie de Juillet, du Second Empire, et pour finir, de la Troisième République. Donc cette stratification de l'ornementation sur une composition aussi colossale qui, dans un objectif multiple, porte de Paris, lieu de triomphe, pénate de la patrie, rassemblement collectif, toute cette accumulation de sens fait que cette construction correspond à l'un des moments essentiels de l'âme collective lorsqu'elle s'incarne dans l'architecture. Parallèlement donc à cette réflexion sur le signe, allant dans le sens de la litote, il faut aussi revenir à la question de la couleur dont je vous parlais tout à l'heure. Alors tout commence, je triche un peu parce que j'ai une photo en noir et blanc, tout commence à Sainte-Geneviève, ce qui va devenir le Panthéon. L'architecture religieuse, puisqu'il s'agit au départ d'une architecture religieuse, se caractérise depuis le XVIIe siècle et de plus en plus au XVIIIe siècle par la suppression de tout l'anecdotique. Ça ne concerne pas seulement l'ornement, mais ça concerne aussi l'iconographie, qui devient de plus en plus essentialisée, de plus en plus conceptuelle, et ça concerne aussi la couleur. La couleur disparaît. On entre dans une phase d'achromatisme. Cet achromatisme est blanc, et cet achromatisme va réapparaître 2 siècles plus tard, après la Première Guerre mondiale. Et tout le XIXe siècle doit s'interpréter comme le triomphe passager de la couleur, de la figure, du discours narratif et de l'ornement. Ce passage au blanc
qui va être massif dans les arts et quasi général, pourrait trouver un exemple parfait dans une construction de Canova. Canova a été non seulement sculpteur, comme tout le monde le sait, mais il a été peintre aussi, et il a été architecte. C'est-à-dire qu'en fait, il a construit l'église de sa petite ville natale, à côté de Venise, à Possagno, et il a conçu, c'est devenu l'église paroissiale, il l'a fait construire au sommet du village, il a conçu un peu sa construction sur le modèle du Panthéon romain, et on retrouve là la conjonction de la forme circulaire et du rectangle du pronaos, et cette architecture est très largement dépourvue de tout ornement. Vous voyez, on est déjà frappé par les colonnes sans base, par l'extrême rigueur des chapiteaux et par les décors de la frise dorique qui, croyez-moi, alternent des données extrêmement simples comme les symboles d'Orphée. Voici une vision rapprochée, vous voyez cette articulation. L'ornement, dans le fond, et au sens vulgaire du terme, a totalement disparu au profit de cette articulation des volumes. Et l'intérieur, évidemment, est conçu comme le Panthéon romain avec un dispositif rare d'éclairage zénital. Cette blancheur de l'architecture qui va de pair avec la suppression de l'ornement va se retrouver dans d'autres constructions, en particulier la Befreiungshalle de Leo von Klenze, dont je vous parlais tout à l'heure, cette construction qui est chargée de commémorer la guerre de libération, l'expulsion des armées impériales du territoire germanique. Cette construction est destinée à commémorer cette résistance et la victoire des armées des États allemands. Vous voyez donc une forme géométrique simple, le cylindre, le mur nu au premier plan, au niveau inférieur, et au-dessus, une ornementation raréfiée. Voici un détail de cette ornementation. On a exactement la même chose dans un autre monument commémoratif construit par Leo von Klenze sur les bords du Danube aussi, là, le Valhalla, qui reprend cette idée qui est celle du Temple de la Gloire à Paris. Ceci étant, si je me résumais à cela, je donnerais une vision inexacte de la réalité, parce que dans le même temps, tout de même, l'époque impériale tente à produire autre chose. Pour faire bref, disons que l'époque impériale est une époque qui se caractérise par d'extraordinaires mouvements sociaux, d'extraordinaires mouvements d'ascension sociale, d'extraordinaires mouvements de richesse, d'énormes capacités à mobiliser des richesses, et la commande publique et la commande privée ne va pas se satisfaire de ce goût de la litote et de la simplification, de ce goût pour les proportions, des proportions muettes dont je vous parlais tout à l'heure. Percier et Fontaine vont être les principaux producteurs d'un nouveau régime ornemental marqué à la fois par la couleur, par la profusion des signes et par l'or. Ils vont rassembler leur composition dans un recueil
recueil de décoration intérieure qu'ils vont graver, qu'ils vont commercialiser eux-mêmes. Et ce recueil va se répandre dans toute l'Europe, soit directement, soit par des gravures qui auront été frauduleusement faites à partir des leurs. Et le goût Percier-Fontaine va se développer, mettons, de Madrid à Saint-Pétersbourg. Et ça va être un véhicule puissant d'unification stylistique qui va aussi être dû à certains parcours politiques. Je reviens tout à l'heure d'un colloque sur Eugène de Beauharnais. Lorsque Eugène de Beauharnais quitte Milan et le trône du royaume d'Italie pour s'installer à Munich, il va opérer évidemment sur les États allemands une greffe stylistique et ornementale qui va contribuer à l'unification européenne dans ce domaine-là. Percier et Fontaine, donc je vous montre un certain nombre de lavis qui à un moment se trouvaient dans le commerce et qui ont disparu depuis, de lavis et qui sont certainement des travaux préparatoires à son recueil de décoration intérieure, à moins que ça n'en soit des applications. Vous voyez que Percier et Fontaine gèrent d'une certaine façon la couleur et l'ornement. Tout n'a pas disparu, tant s'en faut. Il s'agit de montrer la richesse, de montrer la puissance, comme on peut le voir, de montrer la profusion de tout ça. Ça, c'est une gravure de leur recueil. Et c'est sous cet angle-là qu'il faut comprendre les compositions pour la Malmaison. Ceci étant, le goût va évoluer très vite, car à partir de 1808, Joséphine va expulser de son environnement, et Joséphine fait une grande partie de l'esthétique, même quand elle n'est plus impératrice, va expulser de son environnement esthétique Fontaine et Percier pour y substituer précisément du blanc et or. Et cela va durer jusqu'à sa mort en 1814. En tout cas, on peut voir ici peut-être une sorte d'anticipation du retour à la couleur ornementale. Et c'est ce dont maintenant je voudrais parler. Cet univers achromatique qui règne depuis si longtemps va, au point que l'on pense, à l'époque, c'est Quatremère de Quincy qui en fait l'énoncé, que toute l'architecture antique est blanche et sans ornement. C'est d'ailleurs une théorie qui va durer longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, lorsque Anatole France écrit un roman d'archéologie fiction. Il l'intitule « Sur les pierres blanches ». Et le narrateur voit se restituer une ville antique qui est entièrement blanche. Donc cet univers de blancheur qu'on croit s'étendre jusqu'au monde antique va bientôt être contesté au nom de l'archéologie elle-même. On va découvrir sur un certain nombre de vestiges antiques des marques de couleur. Et on va en arriver à concevoir l'idée iconoclaste que cette architecture que l'on croyait blanche, l'architecture antique, en fait, non seulement est colorée, mais est marquée par toutes sortes de figures ornementales. Le premier qui, incontestablement, va consacrer des recherches totalement inédites à la question et qui va déboucher sur des résultats graphiques incontestables, c'est un Allemand, Jacques Ignace Hittorf. Hittorf est de Cologne. Jusqu'en 1814, Hittorf, qui s'est installé à Paris, est français. Et puis, il compte bien poursuivre sa scolarité à l'école des Beaux-Arts jusqu'au Grand Prix de Rome. Seulement, patatras,
1814 arrive, la France rétracte ses frontières et tous ces citoyens français naturalisés français perdent leur citoyenneté. Et Hittorf redevient allemand. Et de ce fait, se trouve dans l'incapacité de présenter le concours du Grand Prix qui n'est pas autorisé aux citoyens non français. Et Hittorf, on va en garder, il va passer toute sa vie à Paris, mais va garder une certaine dent contre son pays adoptif. En tout cas, il va décider d'aller faire un voyage en Italie, de faire son prix de Rome, son tour d'Italie à ses frais, et il va se rendre en Sicile en particulier et étudier les temples grecs. Et là, il va proposer des projets de restitution polychrome des temples. Non seulement les murs de la cella, les murs extérieurs de la cella sont colorés, mais aussi l'intérieur et plus encore la statue du dieu. Alors là, c'est allé vraiment très loin, puisqu'on pensait que les seules couleurs admises pour les statues des dieux, c'était la couleur, le blanc, l'ivoire, et l'or, d'où les statues chryséléphantines que Quatremère de Quincy avait étudiées. Et donc il va très loin dans sa restitution, la couleur se répand partout, et l'architecture offre la totalité de sa surface au décor. Et ce décor ornemental est là pour souligner tout de même d'une certaine façon, mais pas totalement, les structures architectoniques de la construction. Il va de soi que les projets d'Hittorf vont soulever beaucoup de passion en France. Finalement, Quatremère de Quincy et son disciple Raoul Rochette vont se ranger à son avis. Finalement aussi, ces idées vont être reprises dans son pays natal. Kugler va publier en 1835 un ouvrage Über die Polychromie der griechischen Architektur und Skulptur. Et puis, Hittorf lui-même va publier un ouvrage intitulé De la polychromie des temples grecs. Et en dernière, à l'extrême fin du volume, ce volume apparaît en 1850, à l'extrême fin du volume, au support, qui voit-on? Une chromolithographie qui représente le cirque d'hiver. On passe brutalement de la polychromie des temples grecs au cirque d'hiver. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que pour Hittorf, tout ce travail archéologique n'avait pour objectif que de fournir de la matière à la réflexion architecturale. Dans le fond, ce que l'on entend aujourd'hui, que l'histoire de l'architecture n'a d'intérêt que pour autant qu'elle s'instrumentalise dans le projet, eh bien, c'est ce que veut montrer précisément Hittorf. Je ne suis pas un archéologue, je suis un architecte, et je vous propose un projet qui d'ailleurs, alors il dit, ce projet va être financé, il va se réaliser, il garde le mystère, il se garde bien de dire qui finance sa réalisation, et là on comprend comment la réflexion archéologique, la restitution vont de pair avec la conception d'un projet d'un genre nouveau, l'introduction de la couleur dans une architecture urbaine, dans une architecture publique. Certes, une architecture publique d'un genre spécial, certes, il s'agit d'une architecture de plaisir et non pas d'une architecture institutionnelle, mais il faut tout de même imaginer le coup de poing massif que cette architecture polychrome pouvait produire dans l'univers entre blanc, noir et gris de la ville de Paris du début de la fin de la Seconde République.
Dans le même temps, intervient une grande discussion sur cette question, la couleur et l'ornement contre les vieilles traditions de grandeur et d'austérité. François Debré, le restaurateur de Saint-Denis, la basilique de Saint-Denis, le constructeur de l'école des Beaux-Arts, était le beau-frère, mais avec 25 ans de différence, de Félix Duban. Félix Duban qui appartient à ce petit groupe de Grand Prix de Rome qui va marquer considérablement l'architecture du XIXe siècle, Duc, Duban, Blouet, qui travaille à l'Arc de Triomphe, et Labrouste. Debré est formé par Percier, est un architecte à l'ancienne. Je vous montre ce projet parce qu'il est caractéristique de sa conception pendant une grande partie de sa vie. Une architecture qui est, au contraire, dépourvue d'ornements et de couleurs. Or, Duban, à son retour de Rome, au cours duquel il a pu faire des observations multiples sur les décors à la fois étrusques et pompéiens, Duban revient à Rome, est à la tête d'un atelier d'architectes très actif et enseigne à ses élèves une nouvelle théorie de l'architecture, une théorie selon laquelle l'architecture n'est dans le fond qu'un prétexte à l'ornement et à la couleur. C'est une théorie anti-architectonique. Et on a retrouvé une lettre échangée entre Debré et Duban. Cette lettre se trouve maintenant au Getty, qui est un long discours de Debré, disant à son beau-frère « Tu as tort d'avoir changé les valeurs, d'avoir adopté de nouvelles, tu as tort d'entraîner les élèves dans les sirènes de la couleur et de l'ornement, tu ne produiras qu'une mauvaise architecture. » Il y en a 2 pages comme cela, extrêmement passionnelles et passionnées, et qui montrent que cette question, à la fin des années 1820 et au début des années 1830, revêt une importance capitale. En tout cas, Duban va consacrer toute son existence à la couleur et à l'ornement, et certainement pas à l'architecture telle que le conçoivent à la fois les descendants des néoclassiques et ceux que l'on va désigner ultérieurement comme les rationalistes. Voici une composition de Duban, l'Hôtel pour Thalès, dont vous voyez que maintenant l'ornement couvre une partie de plus en plus importante de la façade. Et par la suite, Duban va s'enfermer dans un certain nombre de grands chantiers qui vont se caractériser essentiellement par des restitutions de décors. Ces restitutions de décors, il va les chercher de façon privilégiée du côté de la Renaissance. Duban va être à côté de ceux qui vont faire remonter à la surface le Moyen-Âge, Duban, lui, au contraire, va mettre en évidence la Renaissance comme un autre maillon dans l'architecture française. Il va être chargé de la restauration du château de Blois, et à Blois, il va s'ingénier à retrouver, recomposer, restituer des décors ornementaux, aussi bien à l'intérieur de la construction qu'à l'extérieur. Je vous en montre quelques-uns. Voici un second. Il va y consacrer toute son existence pendant pratiquement 25 ans de son activité professionnelle, ou encore celui-ci, le décor de la Chambre de la Reine, qui est conçu en 1846. Et la plupart des projets qu'il va concevoir vont aller dans ce sens, qu'il s'agisse du projet de
d'agrandissement, d'ornementation de Chantilly à la demande du duc d'Aumale. Je vous en montre quelques vues. Également dans le sens du néo-renaissance, idée du néo-renaissance d'ailleurs qui va trouver un écho plus tard dans les restaurations et agrandissements effectifs de Chantilly. Daumet ici propose une entrée monumentale conçue à la manière du baptistère de Fontainebleau. Et Duban, donc, père de ce qui va être le néo-renaissance, qui va avoir des conséquences considérables dans le domaine de l'art du meuble, car le fabricant de meubles Henri Fourdinois est issu de l'agence même de Duban. Duban va avoir toute une descendance du côté de l'architecture qui va devenir de plus en plus ornée, de plus en plus chargée de sculptures qui caractérise le Second Empire. C'est, par exemple, le chantier du Louvre, le pavillon de l'horloge, commencé par Visconti et poursuivi par Le Fuel. Voici encore un autre, les guichets, et à nouveau le pavillon Richelieu de Le Fuel. Mais pendant ce temps, Duban aussi avait commencé la restauration de la Sainte-Chapelle, encore un décor qui l'intéressait. En réalité, il a quitté ce chantier au profit du Louvre, chargé de la galerie d'Apollon en 1848. Il a préféré quitter la Sainte-Chapelle pour la galerie d'Apollon. Le chantier de la Sainte-Chapelle est l'œuvre de Jean-Baptiste Lassus. Lassus, qui est un élève de Labrouste, mais aussi un élève de Duban par la collaboration qu'il a pu avoir avec lui. Et le chantier de la Sainte-Chapelle n'est pas un chantier complexe sur le plan de la structure, ni sous l'angle de la restitution des parties manquantes. En revanche, la grande innovation du chantier de la Sainte-Chapelle, c'est la restitution de la polychromie intérieure. On n'en possédait plus qu'une partie relativement sommaire, quelques fragments qui avaient été conservés derrière des boiseries. Et Lassus restitue l'ensemble de ce décor et en fournit la publication dans des ouvrages de planches chromo-lithographiques. Ce qui est d'ailleurs tout à fait frappant, c'est que Lassus ne va pas utiliser la documentation que Charles Percier avait établie pendant la période révolutionnaire. Au contraire, il va la récuser et la supprimer. Percier avait mis en évidence des décors qui dataient de la fin du règne de Louis XII, au moment où la Sainte-Chapelle avait fait l'objet d'une restauration relativement substantielle. Et le projet de Duban, mais surtout de Lassus, a consisté à mettre en évidence, voire même à inventer, un décor qui aurait été celui du temps de Saint-Louis, du temps du constructeur de la Sainte-Chapelle, au nom déjà, sans que le terme ait été énoncé dans le moment, au nom d'une sorte d'unité de stylistique. Voici des représentations de ces planches chromolithographiées et qui vous montrent comment est conçu précisément l'ornement, comment est conçu sous la forme d'une frise à caractère répétitif, dont on vous montre ici le type en quelque sorte. Il ne reste plus qu'à composer la phrase à partir de ces différents fragments. On en a toute une série de ce genre dans l'ouvrage qu'il publie dans les circonstances en question. Et le résultat final, l'agencement, c'est par exemple, je choisis ce détail sur au flanc nord de la Sainte-Chapelle. Cette polychromie intérieure de l'édifice gothique va avoir un écho européen. À Cologne d'abord, où dans les chapelles latérales et absidiales, on va restituer des
des peintures également, et aussi en Europe centrale. J'ai choisi un exemple peu connu, me semble-t-il. C'est à Prague, l'église Sainte-Ludmila, qui a été, ma photo n'est pas fameuse, mais malheureusement, qui a été restaurée par l'architecte Mocker à l'extrême fin du 19e siècle. Enfin, en même temps, ça commence déjà dans les années 1850. Et l'édifice a été entièrement revêtu de couleurs ornementales. Voici un deuxième exemple et un troisième. Je pense qu'en France, on n'arrive pas, à l'exception de la Sainte-Chapelle, qui est un édifice de petite taille, à un tel degré d'exhaustivité. C'est-à-dire que l'idée que l'édifice gothique ait été entièrement peint, comme les temples grecs, trouve son application la plus exemplaire peut-être en ce lieu dont l'intérieur est entièrement décoré et peint. Alors il en va de même à la Sainte-Chapelle, à Notre-Dame de Paris. Viollet-le-Duc et son gendre, Maurice Souradou, vont s'employer, en partie avec de l'argent de mécénat qui est fourni par un ecclésiastique important du chapitre de Notre-Dame, le chanoine de Place. Les deux architectes donc, vont s'employer à restituer ou à inventer, plus exactement, des décors dans le genre néo-gothique, qui sont toujours en place, quoique dans un état de conservation désastreux, et dont on a une parfaite connaissance grâce aux planches chromolithographiées aussi qui ont été publiées par Maurice Souradou. Alors, sur une planche comme celle-ci, on comprend bien comment est organisé le dispositif, à partir de teintes plates, avec une gamme chromatique relativement réduite. La volumétrie est presque totalement absente au profit d'un système d'une composition quasi totalement graphique. Les formes sont marquées par des cernes noires. On est bien dans le triomphe du dessin, et le dessin sert de véhicule abstrait pour caractériser les formes au sein duquel la couleur est passée de façon uniforme, justement. Voici un autre exemple, où je vous en montre quelques-uns, comme ici. Et alors, ce processus de représentation de l'ornement polychrome par l'intermédiaire de planches chromolithographiques qui peuvent se présenter de façon comparative, ce processus va trouver son apothéose avec deux grands volumes à caractère encyclopédique. Le premier, c'est l'ouvrage d'Owen Jones, The Grammar of Ornaments, la grammaire de l'ornement. Et le second, c'est un ouvrage d'Auguste Racinet, L'ornement polychrome. Le premier paraît en 1856 et le second entre 1869 et 1888. Ce sont des ouvrages qui ont une vocation encyclopédique. Il s'agit de fournir au grand public, mais aussi à un public de spécialistes, un répertoire ornemental qui va au-delà de ce que la mémoire de l'artiste de l'époque pouvait emmagasiner. Vous aurez sur ces planches des ornements sur l'ensemble de la période historique et couvrant la totalité du globe.
C'est l'histoire de l'ornement telle que l'humanité l'a conçue et telle que le XIXe siècle, qui pense maîtriser parfaitement à l'époque la compréhension du globe dans sa surface et l'histoire dans sa temporalité, c'est une histoire globale de l'ornement et de la couleur, et dans un dessin comparatif et évidemment utilitaire. En fonction de tel type de projet, vous pouvez puiser dans ce répertoire qui est dûment classé ceux qui vous conviennent. De la même manière que l'ouvrage de Durand, Recueil et parallèles, avait servi de base à la création de l'architecture publique du XIXe siècle en France, de la même manière, cette grammaire de l'ornement fixe une ambition, la capacité de maîtriser l'ensemble du vocabulaire plastique élaboré au fil des temps et sur l'ensemble de la Terre. Et à partir du moment où on dispose d'un outil de cet ordre, eh bien, on peut concevoir des formes nouvelles et en particulier procéder à ces juxtapositions multiformes que l'on va caractériser peut-être de façon un peu paresseuse de l'expression éclectique. En un sens, l'éclectisme, c'est l'utilisation d'un corpus documentaire qui est complètement encyclopédique et que l'on vient utiliser en fonction des circonstances. Avez-vous besoin de construire un marché couvert à Tunis? Eh bien, naturellement, vous utiliserez le style arabisant. C'est ce qu'on fera encore au début que Provençal fera au début du XXe siècle encore. Et ce projet d'Owen Jones trouve son pendant dans une initiative comparable qui est celle d'Auguste Racinet, l'ornement polychrome. Vous imaginez que ces recueils d'images résultent d'abord d'un travail d'enquête absolument considérable. Que d'autre part, pour en garantir la publication, il faut maîtriser des techniques d'impression qui sont de plus en plus nouvelles et de plus en plus raffinées. La chromolithographie, qui se perfectionne de plus en plus, permet de présenter au public des planches absolument extraordinaires, mais en même temps, ces planches sont d'un coup à la hauteur de leur qualité. Donc ces publications, et c'est le cas en particulier de Racinet, c'est la raison pour laquelle la publication a duré 21 ans, sont fournies sous forme de livraison à des abonnés qui les achètent au fur et à mesure qu'ils paraissent et qui les relient au final. Bon, il est possible que d'autres ne les achètent qu'à la fin, enfin il faut attendre un bon moment. Mais c'est un mode de production assez habituel des recueils d'ornements d'architecture au cours du XIXe siècle. Derrière ces exemples qui sont peut-être les plus spectaculaires, vous voyez ici motif sino-japonais, ou là le Moyen-Âge, il faut penser aussi aux recueils ornementaux fournis par de grandes planches en noir et blanc, généralement en portefeuille, qui sont celles de César Daly, l'auteur de la Revue générale d'architecture des travaux publics, et qui offre aux architectes aux architectes, mais aussi aux décorateurs, et aussi aux producteurs de meubles, qui produit des modèles de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance, Androuet du Cerceau,
du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Bref, on peut avoir à sa disposition des portefeuilles thématiques concernant telle ou telle période. Et ces portefeuilles sont utilisés. On en a la preuve quand on a la connaissance des bibliothèques, soit par des documents notariés, soit par des inventaires divers, des bibliothèques, par exemple des concepteurs de meubles. Il y a à Orsay des meubles du goût dans le genre Henri II, conçus par un fabricant de meubles du nom de Sauvrezy, S-A-U-V-R-E-Z-Y. Il n'est pas très connu, mais comme il a un meuble à Orsay, il est appelé à le devenir. Eh bien, on a pu étudier le catalogue de sa bibliothèque. Et le catalogue de sa bibliothèque est entièrement composé de recueils d'ornements qui sont publiés par César Daly ou par d'autres et qui sont exploités par lui dans sa production de meubles. Donc on dispose d'un nombre considérable d'informations. Je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment, le troisième quart du XIXe siècle, jamais la mémoire du concepteur n'a été chargée d'autant d'informations plastiques. Jamais la culture du concepteur n'a été aussi étendue. Ce vaste mouvement qui résulte d'abord du développement de l'histoire et de l'histoire de l'art, de la constitution du musée, des voyages exploratoires en direction des civilisations non européennes, tout ceci débouche sur la constitution d'une extraordinaire masse de données et d'informations. Et je pense qu'il faut avoir conscience de cela pour comprendre qu'un jour, les concepteurs aient eu envie de secouer ce gigantesque baluchon qu'on mettait sur leurs épaules, se disant que s'ils le perdaient, eh bien, ils pourraient certainement courir plus vite qu'avant. Avant d'aborder cette partie de mon histoire, je voudrais revenir sur la postérité de Duban. Duban parce qu'on insiste toujours pour le XIXe siècle sur une histoire de l'architecture qui serait une histoire rationaliste et architectonique. L'ornement ne résulte que de la structure. Non, il est un autre courant en architecture du XIXe siècle, en France, très fort, qui est ce courant issu de Duban que l'architecture, c'est un support d'ornement. Et le grand disciple, dans le fond, de Duban, qui ne se résume pas seulement à Duban, c'est Charles Garnier. Pourquoi Charles Garnier ? Parce que quand Garnier a construit l'opéra, il était sous la férule mi-confraternelle, mi-paternelle de son inspecteur général des bâtiments civils, qui était Duban. Et ils ont eu, à l'évidence, d'ailleurs Garnier le dit, de très très nombreuses discussions sur l'importance du décor. Et il me paraît tout à fait certain qu'il y a un lien évident à faire entre les décors de l'opéra, dans leur relation à l'architecture, avec ce qu'a pu faire Duban, par exemple, au château de Blois. Les décors, qu'il s'agisse de la salle de spectacle ou de l'avant-foyer ou du grand foyer, introduisent une relation intime entre l'architecture dans sa plastique et la couleur, le décor, le choix des matériaux, qui est précisément ce que voulait faire de son côté Duban et ce que peut-être il aurait fait s'il avait eu des bâtiments à construire. Il se trouvait qu'il n'en a pas eu, mais quand on peut faire une comparaison, je n'ai pas la photo, mais vous pouvez la faire mentalement, c'est pas difficile, entre la galerie d'Apollon et l'opéra, il y a évidemment
des liens évidents. En tout cas, cette tendance-là, cette tendance de Duban, elle est en opposition vigoureuse, me semble-t-il, avec celle qu'on va caractériser comme rationaliste et qui est issue de Labrouste. Labrouste, c'est le père fondateur de l'autre courant de l'architecture c'est de lui dont vont se réclamer d'autres architectes que l'on va aussi caractériser comme rationalistes, c'est-à-dire Viollet-le-Duc. D'ailleurs, le passage entre Labrouste et Viollet-le-Duc, c'est Lassus qui a été l'élève de Labrouste. Alors, je voudrais vous dire quelques mots de la salle des imprimés de la Bibliothèque nationale en raison d'une découverte très récente, mais qui me marque énormément. Donc, vous voyez cette salle qui est conçue comme une structure. Il s'agit de faire une grande salle, c'est-à-dire la grande salle, je vous rappelle que dans l'idée du Saint-Simonien ingénieur, professeur d'architecture à l'école polytechnique Léonce Reynaud, la grande salle répond à un principe, à un objectif architectonique, un objectif de progrès architectonique, couvrir la plus grande surface possible avec le minimum de support possible. Ceci au service d'un projet politique qui est de rassembler le peuple sans hiérarchisation. Moins il y a de support, moins il y a de hiérarchie. Car les supports introduisent des infériorités. Celui qui est derrière le support ou celui qui est devant. Alors, Labrouste conçoit une structure qui essaie de limiter le nombre de supports. Bon, il n'y arrive pas tout à fait, mais enfin, il a conçu des supports très distants les uns des autres, des supports dont la section est faible, et il a organisé dans cette salle de plan carré, ou presque carré, un ensemble qui est relativement et presque totalement unitaire. Dans le fond, dans l'ancienne BN, le seul lieu qui était hiérarchisé, c'était le petit sanctuaire qui était derrière, en forme d'abside derrière. D'ailleurs, ce qui correspondait à la salle dite de l'hémicycle, où l'on avait le devoir de consulter les livres les plus précieux sous la surveillance des conservateurs des bibliothèques, et où les membres de l'Institut, en présentant leur médaille, avaient le droit de se rendre pour lire sans avoir de place à réserver. Bon. En dehors de l'hémicycle, le quadrilatère de la grande salle est un quadrilatère totalement égalitaire. Bon. Ces décors cette structure architectonique est ornée. Et on a pu s'en rendre compte de façon plus évidente il y a quelque temps en entreprenant les travaux de nettoyage de l'intrado des coupoles. Et c'est là qu'on s'est confronté à une découverte que j'estime extraordinaire. Vous voyez ce rinceau de violet, blanc et un peu gris. Ce qui est intéressant, ce sont les parties que l'on voit comme blanches ici. C'est en fait de l'aluminium. C'est de l'aluminium en pâte. Au moment où Labrouste l'utilise, au tout début des années 60, l'aluminium est un matériau tout à fait nouveau, peut-être 2 ans qu'il existe. Et on le produit précisément en pâte. Et Labrouste s'en sert pour faire ces rinceaux extrêmement simplifiés. C'est très probablement la première fois qu'on utilise de l'aluminium dans l'architecture. Après, on a l'exemple bien connu de la Sparkasse à Vienne où Otto Wagner emploie en façade de l'aluminium dans la quasi grande partie de sa construction. Mais dans l'intervalle, il s'est produit un fait majeur, c'est que les Français ont déposé un brevet qui permet la fabrication de l'aluminium à très très bon marché. S'il n'y avait pas eu ce brevet, jamais Otto Wagner n'aurait utilisé évidemment l'aluminium en façade. À l'époque de Labrouste, l'aluminium coûte très cher. Alors pourquoi a-t-il utilisé l'aluminium?
Est-ce que c'est un caprice comme ça, tout d'un coup, pour manifester de la richesse? À mon avis, certainement pas. Ayant entendu parler de ce matériau, je pense qu'il s'est dit, c'est l'occasion unique pour améliorer la luminosité de ma salle. On ne s'en rendait pas compte parce que tout cela était entièrement crasseux et terni, mais à partir du moment où l'aluminium est rendu à sa réalité originelle, il est évident que ces rinceaux réfléchissent la lumière de la coupole, qui vient de l'oculus des coupoles, et de ce fait, cette réflexion garantit une amélioration de la lumière dans le sens de son augmentation et de son amortissement général. Donc, je pense que dans cette petite représentation que l'on a là, ou qu'on voit ici, on a l'exemple même de l'ornement rationaliste. L'ornement n'a de sens que pour autant qu'il sert à quelque chose. Le rinceau d'aluminium, l'aluminium dompté sous la forme d'un rinceau, sert à améliorer la luminosité générale, donc le confort oculaire. Et c'est une découverte tout à fait récente. On savait que depuis longtemps, grâce à Paul Chemetov, que Labrouste avait été très innovant dans le domaine des rayonnages métalliques, qu'on a réussi à sauver malgré les conservateurs de la bibliothèque de l'INHA. Mais là, voilà encore une autre immense innovation de Labrouste, et je pense une marque très explicite de l'apport du rationalisme, de ce qu'on appelle tel, en architecture. Labrouste donc a eu comme élève Jean-Baptiste Lassus. Jean-Baptiste Lassus va appliquer les théories rationalistes à un domaine chronologique, plastique et ornemental qu'il privilégie, c'est-à-dire l'architecture gothique. Il ne s'intéresse pas à toute l'architecture gothique. Tant s'en faut, il s'intéresse à l'architecture gothique primitive, des années 1150, 1250 maximum. La première architecture gothique, celle qu'on s'est habitué à considérer comme majeure parce que, précisément, il y aurait une adéquation explicite entre la structure et ses formes ornementales. Dans l'esprit de Lassus et par la suite dans le courant général du goût français, l'architecture de la fin du Moyen-Âge va être déconsidérée comme étant l'expression d'une déconnexion totale entre la raison de la structure et le goût décoratif. Donc Lassus, construisant Saint-Nicolas de Nantes, conçoit qui est le premier bâtiment néogothique dit rationaliste. Jean-Baptiste Lassus conçoit une architecture qui n'est pas dépourvue d'ornements, mais qui entend marquer, selon la leçon de Labrouste, que l'ornement découle et ne peut découler que de la structure. Il va exprimer cette idée à Saint-Jean-Baptiste, il va exprimer la même idée à Saint-Jean de Belleville. Et puis, ces idées vont être reprises et amplifiées naturellement par Viollet-le-Duc. De Viollet-le-Duc, je ne vous montrerai que quelques images, qui est la cathédrale idéale. La cathédrale idéale, elle exprime parfaitement cette idée que l'ornement est le produit
de l'idée architecturale. Il conçoit ces formes comme des formes biologiques, dotées d'une capacité de croissance à l'instar des végétaux, à l'instar des cristaux et à la limite à l'instar du vivant. Donc ici, dans cette idée de cathédrale, c'est le titre exact de cette composition, Viollet-le-Duc prévoit une composition qui est une sorte de développement monstrueux de la cathédrale de Reims. La voûte, le plan à 3 nefs génère en façade les 3 porches, une structure tripartite en façade. De la façade jaillit nécessairement la tour quadrangulaire, et de la tour quadrangulaire poussent nécessairement les flèches. Des flèches, par nécessité, se reproduisent aux façades du transept, et il est inéluctable qu'il y en ait une aussi à la croisée. Mais dans le détail, il en va de même. Au-dessus de chaque porche, il y a nécessairement un gable, couvrement en bâtière. Ces couvrements en bâtière auront nécessairement des crochets, etc., etc. Si on analyse le pinacle, cette nécessité dans le détail ornemental s'impose puisqu'elle est le produit de la structure. Et à chaque fois, Viollet-le-Duc expose un discours selon lequel c'est un projet strictement rationnel. Il y a quelquefois chez Viollet-le-Duc, je l'ai dit, une sorte de tempérament d'un rationalisme un peu plat, je dirais, d'un bon sens un peu sommaire. Il explique par exemple, dans les entretiens sur l'architecture, la raison pour laquelle on a choisi des colonnes de fûts circulaires plutôt que quadrangulaires. Eh bien, il dit, c'est parce que ça permet de les rouler plus facilement depuis la carrière jusqu'au chantier. Voilà. Ces raisonnements un peu simples sont très appréciés de Viollet-le-Duc et donnent l'image même de la façon dont il conçoit la progression des formes de façon rationnelle, à l'instar des compositions organiques. Alors, du coup, ces idées-là vont avoir une importance considérable. Ces projets d'assemblage métallique, par exemple, vont être repris dans l'architecture de Guimard au Castel Béranger. Il va présenter des architectures selon des formes, selon des modes de présentation que l'on n'avait jamais vus jusqu'alors, comme des écorchés axonométriques qui permettent de comprendre que l'architecture est le produit d'une sorte de Lego extrêmement sophistiqué. Et il va revenir lui aussi sur la question de la grande salle dans différentes compositions. Je vous montre simplement celle-ci qui vous permet de voir où se situe l'ornement par rapport à la structure. Alors, Charles Garnier, dans ses dernières compositions de construction d'église, va introduire une sorte de mouvement en arrière extrêmement intéressant. Et il n'est pas le seul à cet égard. Nous sommes ici à Bordighera, l'église de Terra Santa. Cette église, elle résume un certain nombre d'aspirations nouvelles. Il me semble qu'à partir des années 1850-1860, le goût en a assez de l'ornement néogothique, de la couleur, des scènes narratives,
et de la profusion ornementale. Et le goût, de plus en plus, va chercher dans des périodes antérieures au gothique, par une sorte de primitivisme forcé, ce qui peut l'intéresser. Et ce primitivisme, ces recherches primitivistes vont conduire les architectes et les artistes à privilégier ce qui précédait le premier âge gothique. Ils vont se tourner du côté du roman, ils vont se tourner du côté du byzantin, ils vont se tourner du côté du paléo-chrétien. Et on va avoir arrivé progressivement des compositions de plus en plus essentialisées, de plus en plus limitées à des formes significatives. Je vous montre très rapidement quelques compositions de Garnier pour vous mettre dans le bain de ce qu'il va faire. On est ici donc à l'église de Terra Santa. Vous voyez que, en fait, le détail, la couleur est marquée simplement par cette frise en or dont Nénaud disait on reconnaît les architectures de Garnier à leur signature, et leur signature, c'est une frise en or. Et on la trouve effectivement à peu près régulièrement. En dehors de ces détails que l'on a là en façade, voici le chevet de l'église. On est revenu complètement à une sorte de néoclassicisme qui marque les dernières constructions de Garnier. Si on prend un autre exemple, voici l'intérieur, qui est aussi extrêmement simplifié sous l'angle du décor pariétal. Autre exemple, l'église Sainte-Grimoni à la Capelle Antirache, une église très très peu connue, qui se caractérise par ce brique et pierre. Et alors, ce qui me frappe, c'est, voici l'intérieur, une nef qui se veut dans le genre un peu du néo-XVIIe. Et ce qui est le plus frappant, c'est peut-être au niveau du chœur, au niveau du sanctuaire, cette forme-là, ce dessin-là. C'est-à-dire que Garnier, comme beaucoup à l'époque, ont tourné complètement la page, ils ont tourné la page par rapport au narratif, par rapport à la profusion ornementale, par rapport à la couleur. Le signe, comme déjà on l'expliquait à la fin du XVIIIe siècle, sous la plume de Quatremer de Quincy, le signe, dorénavant, doit exprimer une idée. Il sera d'autant plus puissant qu'il exprimera une idée, et Garnier va rechercher du côté du vocabulaire paléo-chrétien justement ce type de signe. Il s'agit ici de représenter l'Eucharistie. Eh bien, on a quelque chose qui n'a rien d'anodin, un carré, un octogone, un cercle, un quadrilobe, et à l'intérieur du quadrilobe, le symbole eucharistique par excellence, le ciboire et la forme ronde de l'hostie. C'est un système ornemental extrêmement intellectualisé qui est ouvert à une polysémie et à un discours extrêmement complexe, mais qui s'exprime, comme Quatremer de Quincy l'avait souhaité, de façon avec la plus grande litote possible. Et puis, à la fin du XIXe siècle, l'architecture redevient blanche. Le Sacré-Cœur de Montmartre doit s'interpréter, à mon avis, comme le grand concurrent du Panthéon de la montagne Sainte-Geneviève. C'est la réponse au Panthéon. Et cette architecture blanche dont Abadie donne l'inauguration, je vous rappelle d'ailleurs que Garnier était au jury du concours de la basilique du Sacré-Cœur, va trouver ultérieurement son écho avec l'architecture devenue totalement blanche, celle du mouvement moderne,
des années 20. Et puis pour illustrer cette architecture du mouvement moderne, et pour vous conclure mon propos, je vous montre ici la chapelle de Ronchamp, qui ne peut s'expliquer, à mon avis, qu'au prix de toute cette histoire dont je viens de vous parler, cet amoncellement culturel de formes historiques et géographiques et le rejet progressif qui a débouché sur une sorte de rupture qui n'en était pas une, puisque les architectes, et Le Corbusier en est le parfait exemple, avaient gardé parfaitement en mémoire ces formes ornementales qu'ils avaient rejetées. Je vous remercie.